présenter donc, dans cette séance la suite de cours de résistance des matériaux. C'est la partie donc traction-compression qui est destinée au premier bac STM, sciences de l'ingénieur, unité conception. Alors traction-compression, alors l'objectif c'est de déterminer l'effort normal, la contrainte de normal, sigma, les allongements, delta L et epsilon. Décrire les C de traction et indiquer la loi de Hooke et traiter le cas particulier où on a les concentrations de contraintes. Alors on dit qu'on a traction-compression lorsqu'on a donc une poutre qui est soumise à deux forces donc de longueur initiale L0, donc soumise à deux forces P et donc des deux côtés. Ces deux forces-là, donc ils doivent être normalement opposées, de même intensité, c'est l'équilibre de la poutre. Alors, lorsqu'on exerce ces deux forces-là, soit donc on va tirer la poutre, soit on va la comprimer pour avoir un allongement delta L. Dans ce cas-là, donc le torseur de cohésion il a la forme de N 0, 0, 0, 0, 0. Donc on a une seule composante, c'est N, suivant l'axe de la poutre. Ici, c'est l'axe X. Alors si on a N qui est positif, donc on parle ici de la traction. Et si on a N qui est négatif, on parle de la compression. Et on peut définir ici ce qu'on appelle le epsilon, c'est l'allongement relatif, qui est donc égal à L moins L0 sur L0. Ça veut dire delta L sur L0. Alors exemple, on va voir ici un exemple. Donc c'est l'exemple d'un ballon. Donc là on trouve le ballon qui va servir à porter des charges pour les déplacer d'un point à l'autre. Alors ce ballon-là, donc il est donc suspendu par des attaches. Donc les attaches AB. Donc on aura plusieurs attaches donc qui vont donc porter donc le profilé EPN, et donc avec le profilé EPN, donc on aura la liaison glissière avec le ballon électrique. Alors dans ce cas-là, donc on peut donner ici des données. Donc le tirant le plus chargé, ça veut dire l'axe AB, donc supporte une charge verticale qui est N de 600 newtons. Alors l'allongement ne doit pas dépasser 0,5, ce sont des conditions données par le cahier de charge. Alors dans ce cas-là, on doit vérifier par la résistance des matériaux, donc la résistance du tirant, et on doit vérifier est-ce que l'allongement est acceptable, est-ce qu'on ne va pas dépasser 0,5 au niveau de la tâche. Donc vers la fin, donc, pour faire ce calcul-là, normalement on doit connaître les caractéristiques mécaniques de cette pièce et surtout de la matière de cette pièce. Pour cela, on fait ce qu'on appelle les essais mécaniques. C'est ce qu'on va faire ici, c'est l'essai de traction. Alors là, je vous présente donc, le but de cet essai. Donc, il permet d'évaluer les caractéristiques mécaniques de matériaux, surtout la limite de résistance et le module d'élasticité. Donc, il existe deux formes normalisées d'éprouvettes qu'on va utiliser. Il y a les éprouvettes cylindriques, comme vous voyez ici, et il y a les éprouvettes prismatiques, qu'on va voir ici. Alors, la machine de traction, donc, il est constitué d'une partie donc, mécanique. On va attacher donc, l'éprouvette, et il y a la partie donc, informatique qui va tracer la courbe et qui donnera par conséquent les caractéristiques qu'on cherche. Alors là, on vous montre donc l'éprouvette qui est donc fixée sur les deux morts. Donc là, on voit les deux morts. Donc il y a le mort fixe et le mort mobile qui donnera la traction de la poutre. Alors l'essai de traction, ça permet de tracer donc, cette courbe qui donne sigma, ça veut dire la contrainte, F sur S, en fonction de epsilon, ça veut dire l'allongement relatif de l'éprouvette. Alors là, on a la déformation élastique lorsqu'on tire la poutre à un certain temps. On aura la déformation élastique. Ça veut dire que si on relâche la poutre, il va revenir à l'état initial. C'est ce qu'on voit ici. Donc on tire la poutre jusqu'à avoir un allongement quelconque. Si on la relâche, il revient automatiquement à l'allongement, à la longueur initiale. Après, donc, si on continue à... Alors déjà ici, on peut voir la première caractéristique, ça veut dire l'inclinaison de la droite ici, ce qui donnera sigma égale à une constante fois epsilon. Et on trouve déjà donc, la première caractéristique mécanique, c'est ce qu'on va appeler le module de Young, CE.
Donc il caractérise donc un matériau donc, pour lequel on a fait le test. Après, on passe à la deuxième zone, c'est la zone de transitoire. Donc, et dans cette zone-là, on peut définir donc, la deuxième caractéristique, c'est RE, c'est la limite élastique. Ça veut dire qu'après cette limite-là, on va passer à la zone plastique. Plastique, ça veut dire si je relâche la pièce, si je relâche l'effort, la pièce elle revient à un état qui n'est pas initial, donc avec un allongement delta L qui s'ajoute donc au niveau de l'éprouvette. Et après, donc, de même, si on continue, on aura la même chose, donc une zone plastique. Et après, donc, jusqu'à un extrême E, on va passer donc la zone de rupture. Donc, lorsqu'on dépasse cette limite-là, on va avoir évidemment donc, la rupture de la poutre. Et là, on peut définir, donc la troisième caractéristique, c'est RR, c'est la limite de rupture. Ça veut dire si on dépasse le RR, cette valeur-là, on aura évidemment la rupture de la pièce ou bien de l'éprouvette. Alors, je peux parler ici des zones. Donc, on a ici la zone élastique, la zone plastique, que je peux, donc, on peut voir donc, la zone parfaitement plastique, la zone d'écrevissage et la zone de striction. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout ce E-là, le module de Young, le RE, et peut-être on aura besoin aussi de la limite de rupture, RR. Et cette courbe, on va l'appeler la courbe de traction. Alors ça, c'était ici donc, la courbe qui est relative aux matériaux qui sont ductiles ou bien malléables. Alors pour les matériaux qui sont fragiles, par exemple le cas de verre et la fonte, dans ce cas-là, on aura donc, la courbe qui a cette forme. Comme vous voyez, on n'a pas cette zone de rupture, mais on passe directement de la zone élastique à plastique, donc à la rupture. Et comme ça, on peut voir le RE qui est difficile à définir ici. C'est pour cela qu'on aura besoin de ce qu'on appelle le RE à 0,2. Donc on trace ici le parallèle à 0,2 au niveau de la déformation. Comme ça, on aura RE 0,2. C'est la caractéristique qu'on va utiliser pour le cas des matériaux fragiles. Alors, exemple de caractéristiques de quelques matériaux. Donc là, on peut le trouver dans des livres, par exemple le guide du dessinateur, le guide de calcul en mécanique. Là, on vous donne le matériau, par exemple, avec RE et le module E en mégapascal. De même ici, donc ça c'est tiré du guide du dessinateur. Donc par exemple ici, si vous prenez le cas de ce matériau, cet acier-là, qui est désigné par S235, d'après la désignation, je peux tirer directement le RE. Alors 185, ça représente le RE. Par exemple E335, donc ça, cette valeur-là, ce n'est que le RE, ça veut dire la limite à l'extension ou bien la limite élastique. Alors, de même ici, dans quelques matériaux aussi pour les aciers. Alors, étude des contraintes dans une section droite. Donc, on va voir comment on va calculer les contraintes. Alors, si je prends une poutre donc, qui est soumise à deux forces F et moins F, donc on aura ici une section, donc une contrainte qui est exprimée par sigma delta n sur S. Et on peut mettre, par exemple, donc cette contrainte que vous voyez ici, donc elle est constante sur la section, donc il a une seule valeur, donc sigma elle est constante. Et on peut parler aussi de la loi de Hooke, c'est sigma qui est égal à E epsilon, si on travaille donc dans la zone élastique. Donc pour nous, on va s'intéresser donc surtout sur cette zone-là, c'est la zone élastique. Donc là, on a sigma qui est égal à E epsilon. Si je remplace le epsilon par delta L sur L, j'aurai sigma égal à E fois delta L sur L. Avec sigma, c'est la contrainte d'extension, E, c'est le module de Young, en mégapascal, et epsilon, c'est l'allongement relatif. Alors, concentration de contraintes, là, on va parler des pièces qui s'approchent de la réalité. Donc, dans la réalité, on a des pièces où on trouve des variations de section, par exemple des filetages, des rainures de clavettes, des épaulements. Dans ce cas-là, on doit tenir compte de ces variations en passant par ce qu'on appelle un coefficient de concentration de contraintes. Ça veut dire que dans ces zones-là, on a les variations de section, on aura la contrainte qui est plus grande, qui n'est plus uniforme.
Par exemple ici, donc là on voit une simulation qui est faite par un logiciel. Donc là on a une pièce, une plaque. Donc vous voyez ici dans cette zone-là, on a la même couleur, ça veut dire qu'on a la même contrainte. Par contre, lorsqu'on passe à cet épaulement-là, on voit que la couleur ça change, ça veut dire que la contrainte ça augmente. Et si on passe au niveau de trou ici, on voit ici que la contrainte il est rouge, ça veut dire qu'il est maximal. Donc là on a des variations. Et on peut parler ici de sigma réel, donc qui est égal à k fois epsilon, fois sigma, k fois sigma. Et le K, il est donné par c'est ce qu'on appelle le coefficient de concentration de contrainte, qui est donné par des courbes qui sont obtenues par expérimentation. Par exemple, ici, on a un arbre de section circulaire épaulée, donc avec un épaulement. Donc, et on peut utiliser ces courbes-là pour trouver le coefficient K de concentration de contrainte. D'autres exemples, en tout cas, on va revoir ça dans les exercices. Alors, un exemple, c'est de déterminer le sigma maxi près de l'épaulement au niveau de la section S pour cette pièce-là. Donc là, on a une pièce cylindrique avec un diamètre 30, le petit diamètre 20. Donc là, on a un épaulement avec un raccordement, donc R de R égale à 5, et la charge, c'est 3141 décanewtons. Alors, je peux calculer sigma max, qui est égal à 4T fois sigma 0, avec sigma 0. Donc, je cherche ici, c'est le KT. Alors, pour trouver le KT, il suffit de calculer le R sur D. R sur D, ça veut dire 5 sur 20. Alors, j'aurai 0,25. Et je dois calculer aussi le D sur D. Et comme ça, j'utilise. Donc, si on met D sur D, on aura 30 sur 20. Ça donnera 1,5. Alors, je mets cette verticale-là jusqu'à la courbe qui est relative à D sur D égale à 1,5. Et comme ça, je trouve avec l'horizontale la valeur de KT qui est égale à 1,5. Donc là, le KT, c'est égal à 1,5. Et sigma 0, on va le calculer sur la base de diamètre 20. Ça veut dire F sur la section de diamètre 20. Alors, la condition de résistance, alors pour des raisons de sécurité, donc on peut passer ici donc, à ce qu'on appelle le coefficient de sécurité. Alors la contrainte normale doit rester inférieure à la résistance pratique à l'extension RPE. Donc avec, alors sigma égale à N sur S, inférieur à RPE, c'est la condition de résistance à l'extension. Et on peut parler aussi de la condition de résistance à la compression, puisqu'il y a des matériaux où on a la résistance pratique, ou bien donc RE, qui est différent si on fait l'extension ou bien la compression. Avec le S, il est choisi selon ça veut dire les conditions de calcul. Donc là, par exemple, pour le cas des pièces avec une grande légèreté, on aura 1,5 à 2. C'est le cas, par exemple, de calcul des pièces utilisées en aviation ou bien en aéronautique. Par exemple, si je passe par exemple un système où on a des chocs très importants, qui est très mal connu, je peux passer de 10 à 15 au niveau de coefficient de sécurité. Et comme ça, donc si on a des variations de section, je dois tenir aussi compte de coefficient de concentration de contrainte. Comme ça, on aura au niveau de la condition de résistance, sigma réel, qui est égal à K sigma, inférieur à RPE, ça veut dire la résistance pratique à l'extension, qui est égal aussi à RE sur S ou bien sigma E sur S. Alors, condition de rigidité, ça veut dire la déformation. Donc, dans ce cas-là, on ne doit pas dépasser une valeur delta L limite et le delta L doit être inférieur ou égal à delta L limite. D'après la loi de Hooke, je peux mettre ici sigma égale à epsilon. Comme ça, je peux avoir ici le delta L, d'après ça. Ça veut dire delta L égale à N fois L sur ES. Et je remplace ce delta L ici pour avoir donc delta L inférieur à delta L limite. À l'application, donc je prends cette plaque avec un épaulement. Donc là, c'est une plaque. Donc là, on a le diamètre, l'épaisseur, le grand épaisseur, c'est 60. Le petit épaisseur, bien largeur, c'est 40. On a l'épaisseur de la plaque qui est égale à 12. Le raccordement R égale à 10. Et la charge, c'est 1000 décanewtons. Et là, on a le trou qui est égal avec un diamètre de 8 mm. Alors, cette pièce-là, elle est en acier de S235. Alors, je rappelle ici
qu'avec cette désignation-là, je tire déjà le RE. RE qui est égal à 235 mégapascales. Donc il comporte un rétrécissement de rayon R, donc c'est ce qu'on vient de dire. Alors le coefficient de sécurité, c'est 3. Alors dans ce cas-là, on va déterminer les contraintes au niveau des rétrécissements, sigma R et sigma T. Ça veut dire sigma R au niveau de rétrécissement, à ce niveau-là, et sigma T, c'est au niveau de trou, et on va comparer les deux, alors vérifier la résistance de la pièce. Alors je commence par calculer déjà le coefficient de concentration de contrainte pour le cas de rétrécissement. Alors dans ce cas-là, j'aurai besoin de R sur H. Alors R sur H, ça veut dire dans notre cas, c'est R sur B. Donc là, on a R sur B égale à 10 sur 40 égale à 0,25. Et je passe à la courbe pour mettre ici une verticale au niveau de 0,25. Alors après, je dois choisir parmi ces courbes-là laquelle on va utiliser. Pour cela, je dois calculer H sur H. Donc H sur H, ce n'est que dans notre cas, le 60 sur 40. 60 sur 40, ça donnera 1,5. Et là, je vais choisir ici cette courbe qui est relative à H sur H, c'est égal à 1,5. Et là, avec l'intersection, je trace l'horizontale pour avoir la valeur de 1,6. Et après, je calcule le sigma, donc au niveau pour la petite section ici. Donc, on aura ici sigma R égale à KT fois, donc F sur S. Alors, S, c'est 40 fois 12. 40 fois 12, et on aura 33,33 mégapascal. Alors, pour le cas de trou, de même, on va faire la même recherche ici pour chercher le KT. Donc, heureusement, ici, on a une seule courbe. Donc là, j'aurai besoin de cette valeur-là, ça veut dire le diamètre sur H. Alors, le diamètre ici, c'est 8 sur 40. 8 sur 40, ça donnera 0,2. Et je passe par 0,2. Et comme ça, j'aurai, donc avec l'horizontale, on aura la valeur de 2,5. Et après, je dois calculer donc sigma T. Sigma T égale à 2,5, ça veut dire 4T fois sigma nominal. Avec sigma nominal, c'est N sur S. Et S, c'est H moins D. Donc là, il faut faire attention, c'est H moins D. Donc c'est l'épaisseur, 40, moins le diamètre. Ça veut dire qu'on parle de cette section-là, moins le diamètre. Alors c'est 2,5 fois 10 000 sur 40 moins 8 fois 12, c'est l'épaisseur. Donc c'est l'épaisseur. Comme ça, on aura 65,1 mégapascal. Alors on peut comparer les deux. Donc vous voyez, donc, on a sigma T qui est supérieur. Donc la condition, donc sigma T il est supérieur à sigma R. Alors la condition de résistance, ça dit que sigma max doit être inférieur à RPE, qui est RE sur S. Donc on doit vérifier est-ce qu'on a cette condition-là. Alors dans ce cas-là, puisque sigma T est supérieur à sigma R, je vais travailler avec sigma T. Sigma max c'est égal à sigma T. Ok, donc inférieur à RPE. Donc on doit vérifier ça. Donc RE c'est égal à 235 sur 3, puisque S est égal à 3, c'est le coefficient de sécurité. Et comme ça, on aura donc 65,1. Est-ce qu'il est inférieur à 78,33? Donc ça se voit, c'est vrai. Donc la condition, elle est satisfaite. Alors après cette application, je passe à un exercice. Et là, je reviens, donc l'exemple qu'on a traité au début, c'est le tirant de suspension d'un ballon. Alors je rappelle ici, donc là on a un ballon électrique et on va traiter donc la tâche 3. Alors la tâche 3, ce n'est que donc une tige filetée des deux côtés, c'est comme un goujon. Ok, donc là on a les données. Donc, puisqu'on a ici donc, le filetage à ce niveau-là et à ce niveau-là, on peut parler ici de deux zones. La zone solide idéale, on n'a pas de changement de section, le diamètre 10. Et la deuxième zone, on a le filetage. Donc là, on a la variation de section. Et la section la plus petite, c'est là un diamètre D3. Alors D3, on peut le chercher au niveau de guide. Et on aura 8,15. Donc on doit chercher donc, la section S1, la contrainte, la résistance et vérifier la résistance. De même pour la zone 2. Et après, on doit vérifier est-ce que delta L ne dépasse pas donc, la valeur qui est donc, désignée au début. Alors là, donc, on fait la contrainte nominale.
n sur S. Avec S, c'est pi d carré sur 4. Comme ça, on aura 7,64. Donc RPE, puisqu'on a S égale à 8, on aura RPE égale à 30. Et comme ça, on voit ici que sigma nominal est inférieur à RPE. Donc la condition il est satisfaite. À la deuxième zone, de même, donc je cherche ici le S. Donc d'après le guide du dessinateur, je peux calculer le sigma nominal. Et après, donc avec le coefficient de sécurité au niveau de concentration de contrainte au niveau de filtrage qui est égal à 2,5, il est donné au niveau de l'exercice, je peux calculer sigma max et je vérifie donc la condition de résistance. Donc là, le tirant, il convient. Alors la déformation, on a delta L qui est égal à n fois L0 sur E S0. Donc là, je calcule, j'aurai 0,015 et je vérifie. Donc on a 0,015 et inférieur à 0,5. Donc la condition est satisfaite. Alors j'arrête ici. Alors bon courage et bonne santé et au prochain cours, Inch'Allah.